sommes, Reinhard, tu n'es pas là, mais nous sommes là pour te représenter. C'est la génération après toi qui va témoigner pour l'histoire, dans la présence de Jessica et de Marine, qui expliqueront leur place dans ce moment un peu d'émotion que nous allons partager avec une classe. Et je laisserai la parole à Jessica qui va se présenter. Je m'appelle Jessica Poli, j'ai 19 ans. Et mon arrière-grand-oncle s'appelle Max Poli, il était commandant du camp du Stutthof et de Neuengamme. Et j'ai rencontré Reinhard Heuss, il m'a incité à faire des recherches sur ma famille et je suis ici en tant que témoin de l'histoire. Je m'appelle Marine Chrétienne, j'ai 18 ans. J'ai eu l'occasion de rencontrer Jessica, j'ai donc décidé de témoigner pour l'histoire. Plus tard, je vous parlerai de ma famille, donc mon arrière-arrière-grand-père qui était résistant et qui a été déporté à Sachsenhausen, et de mon arrière-arrière-grand-mère qui était juive et qui a été emprisonnée. Et donc, chaque élève va dire son prénom et son âge. Donc, je vais commencer par Johan. Je m'appelle Johan, j'ai 18 ans. Je m'appelle Marine, j'ai 21 ans. Je m'appelle Cécilia, j'ai 18 ans. Marion, 18 ans. Justine, 18 ans. Marie, 18 ans. Anne-Charlotte, 21 ans. Sharon, 17 ans. Laura, 17 ans. Alexis, 19 ans. Laurine, 18 ans. Grégory, 19 ans. Guillaume, 18 ans. Sarah, 18 ans. Alison, 18 ans. Estelle, 19 ans. Maëva, 18 ans. Charlotte, 20 ans. Sophia, 19 ans. Aja, 19 ans. Enza, 18 ans. Voilà. Et donc maintenant, je vais laisser la parole à Jessica, qui va un peu parler de l'histoire de son grand-oncle. Voilà. Alors de mon côté, j'avais déjà entendu parler d'un membre de ma famille qui était commandant d'un camp. À l'époque où j'ai su ça, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et c'est lors d'un voyage en Allemagne qu'une fille de notre classe qui s'appelle Morgane Guérard, elle a eu l'initiative de faire un livre dans lequel elle a regroupé toutes les histoires de nos familles et des familles de nos correspondants. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, du coup je le fais passer. Et si jamais vous avez des anecdotes sur vos familles, vous pouvez le compléter. Donc j'ai fait des recherches et j'ai donc trouvé que Max Poli il était né le 1er juin 1907. Son nom complet c'est Max Johann Friedrich Poli. Et après la mort de son père en 1828, il a repris le magasin familial. Il a confié à son frère après en 1936. Il s'est marié avec la fille d'un marchand de bétail qui s'appelle Kate Scharf. Donc là, on les voit tous les deux avec 3 de leurs enfants. Il en a eu 5 avec elle. Elle meurt en 1944. Sur la photo, là, on voit 2 de ses enfants qui jouent dans le camp du Stutthof. Son parcours, Poli, il était membre de la SA. C'est une abréviation qui signifie section d'assaut. C'est une organisation qui a joué un rôle important dans l'accès au pouvoir d'Adolf Hitler. Il est membre du NSDAP, c'est le Parti national socialiste des travailleurs allemands, on appelle aussi le Parti nazi. Et il a rejoint l'ISS en 1930. Il a passé 7 mois en prison parce qu'il avait été impliqué dans la destruction d'une voiture électorale du SDP en 1932. La même année, il a été nommé SS Sturmführer. C'est un grade militaire SS qui équivaut à lieutenant dans l'armée française. Après, il a quitté l'église en 1935. En 1936, il a effectué un stage au poste de police et à l'école de co-chef SS de Dachau. Et il fut promu SS au Obersturmbannführer. C'est un grade militaire SS qui équivaut à lieutenant-colonel. Et après, en 1937, il est devenu SS Standartenführer, qui est colonel. Et il devient commandant du camp de concentration du Stutthof de septembre 1939 à août 1942. Donc là, c'est tout son personnel SS devant le camp du Stutthof, et là, c'est Max Poli. Là, c'est lors de la visite de Heinrich Himmler. C'est le chef des SS. C'est lui qui a mis en œuvre la solution finale qui consistait à exécuter les Juifs. Et il est venu visiter le camp de concentration en 1941. Ensuite, il est devenu commandant du camp de concentration de Neuengamme en 1942. Donc là, on le voit avec son personnel SS.
Au début de ces activités, il y avait 6 000 prisonniers et en janvier 1945, il y en avait 49 000. Le taux de mortalité il a brusquement augmenté pendant son mandat de commandant parce qu'il a commis plusieurs crimes de guerre. Donc il a utilisé le zyklon B, c'est un pesticide qui est utilisé par les nazis pour gazer les juifs. Et c'est Rudolf Höss, le grand-père de Reinhard Höss, qui l'a testé et qui l'a jugé plus efficace que le monoxyde de carbone. Là, c'est Max Pauli qui distribue des médailles à certains SS parce qu'ils ont été chargés d'utiliser des méthodes inhumaines pour traiter les juifs. Et ceux qui étaient particulièrement brutaux, ils étaient récompensés avec des médailles. Il a également pratiqué des expérimentations médicales sur 20 enfants âgés de 5 à 12 ans, avec le docteur Kurt Hensmeyer, qui a procédé à l'ablation des ganglions et il a injecté le bacille actif de la tuberculose directement dans les poumons. Il disait que c'était pour développer de nouveaux médicaments. Et il a ordonné le massacre de Lübeck, c'est-à-dire qu'il a commandé l'exécution de ses enfants et de nombreux autres venant d'Auschwitz en injectant de la morphine et puis en les pendant. Il y a le docteur qui a dit qu'il n'y a aucune différence entre les juifs et les animaux. Voilà. Pour continuer dans les atrocités qu'a commises Max, il a assassiné plus de 1400 handicapés mentaux dans une ville. Et en rentrant, il a tué 58 hommes et 13 femmes du camp. Donc à la fin de la guerre, Pauli s'enfuit à Flensburg et il fut arrêté dans sa ville natale après que les survivants du camp ils aient prévenu l'armée britannique. Le procès il a eu lieu du 18 mars au 13 mai 1946 contre les plus responsables des crimes commis à Neuengamme. Il déclare avoir pris ses fonctions en 1942 et avoir assassiné des prisonniers de guerre. Il a également prétendu être prisonnier d'une routine quotidienne. Et il fut accusé de la mauvaise alimentation des prisonniers et de la mise à mort de ces derniers. Il fut condamné à mort le 8 octobre 1946. Donc là, il y avait les photos du procès. Et pendant ce procès, Pauli a déclaré que le camp il était à son avis l'un des camps de concentration les mieux organisés et les mieux gérés. Il a été classé premier dans la classification des critiques. Neuengamme était le numéro 1. Quand on lui a demandé s'il savait que pas moins de 6000 personnes étaient mortes pendant 3 mois sous son commandement, il a juste répondu oui. Ça, c'est un extrait de la lettre d'adieu de Max Pauli à son fils aîné. Il dit qu'il est méprisé, que c'est une erreur de jugement. Il a rempli son devoir de soldat jusqu'au dernier jour. Il y a un collègue qui a dit qu'il était connu pour ses atrocités. Il a battu les prisonniers personnellement pour chaque petite chose, telle que le fait de ne pas saluer. Il a demandé la peine de mort pour les détenus qui avaient été repris par l'évasion. Et il a gardé le camp sous une horrible terreur. Il y a un survivant du camp qui dit que le commandant il était chef de police et il s'agissait d'un très très gros animal au sein de la SS. Il n'avait pas de formation spéciale, même pas de diplôme d'études secondaires. Il était craint à la fois par ses détenus, mais également par ses propres SS. Et il rajoute que c'était un fou, un roi dans son propre royaume. Et il y a Volk Bernadotte qui dit qu'ils ont reçu le commandant SS. Et il était fort sur un plan militaire et énergique, spécialiste dans son domaine. Il avait beaucoup d'expérience. Il avait une façon convaincante de montrer comment contrôler les prisonniers dans le camp de concentration. Il était réputé pour être l'un des pires représentants de sa profession. Ça, c'est Max Pauli. Et il y a un homme qui s'appelle Jean Amry qui a dit « Personne ne peut échapper à l'histoire de son peuple. Vous ne devriez pas et ne devez pas laisser le passer, car sinon il se lève et pourrait devenir une nouvelle présence. Donc si votre famille elle a vécu quoi que ce soit n'importe quoi, dans n'importe quelle époque, il faut en parler pour ne pas répéter les erreurs du passé. Et tout ce que nos ancêtres ils ont commis ou ils ont subi, il faut en parler. C'est pas notre faute, il ne faut pas en avoir honte. Il faut faire en sorte que l'histoire reste ancrée dans les mémoires pour que justement pour perpétuer la mémoire de ceux qui sont morts ou ceux qui ont vécu ça. D'ailleurs, les gens qui ont vécu ça, ils disparaissent petit à petit, il n'y en a plus. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on le transmette aux nouvelles générations, tout ce qu'on sait.
la souffrance qu'ils ont vécue, la peine. Moi, je vais d'abord vous parler de mon arrière-arrière-grand-père, donc Henri Discret, qui est né le 4 mai 1915 à Reims, dans le Nord. Il était résistant pour la FTPF, donc la signification je ne la connais pas trop, mais en gros c'est les francs-tireurs pour le front partisan, donc du Nord, c'était un groupe résistant que du Nord. Il a été arrêté à Saint-Sauve, dans le Nord, parce qu'il était résistant. Il a été amené à la prison de Los, dans le Nord aussi. Il a fait partie du dernier convoi du train de Los. Donc ils étaient amenés, tous les prisonniers qui restaient dans la prison ont été emmenés de la prison à la gare de Tourcoing, dans le Nord, en car. Et de la gare de Tourcoing, le 1er septembre 1944, entre 10h et 17h30, il n'y a eu que des convois qui partaient vers différents camps en Allemagne. Donc lui, il a fait partie de ce convoi-là. Quand il a été déporté, donc quand il est parti de Tourcoing, les allées ils étaient qu'à 40 km de l'île. Donc la ville, l'île et ses alentours ont été libérés le 3 septembre et il est parti le 1er. Le dernier car donc, qui allait de la prison jusqu'à la gare de Tourcoing, il a été épargné car le car a crevé sur la route. Donc du coup les prisonniers ils ont été libérés sur le champ. Donc ça c'est des documents que ma mère a réussi à avoir parce qu'elle fait des recherches en ce moment sur lui et sur d'autres personnes de ma famille. Donc ça c'est un certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur, donc de la résistance. Donc ça c'est un document, ils disent qu'il était encore vivant en mai 1945, alors que sur un autre document ils disent qu'il est décédé le 11 janvier 1945. Donc finalement on ne sait pas trop quand est-ce qu'il est décédé et où. Il a été reconnu. Donc il y a une rue à son nom, rue Henri Discret, à Saint-Sauve, donc la ville où il est né. Mort pour la France en déportation. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mon arrière-arrière-grand-mère. Donc je ne connais pas son prénom, je connais juste son nom de mariage, Madame Pilon. Elle était juive. Elle a été dénoncée. Elle a été emprisonnée dans un camp français, donc elle n'a pas été déportée en Allemagne. Et en fait, ce qui l'a sauvée, c'est qu'elle était mariée à un Français. Donc c'est juste pour ça qu'elle a été libérée. Je porte le nom de sa fille, Francine. Voilà. Ensuite, elle habite à Lille, rue Balzac. C'est une ville où j'ai grandi. Donc dans le quartier Lille Sud, donc rue Balzac, il y a 3 tours. Et autour de ces 3 tours, il y a un petit parc, une sorte de petite cour. Tous les jours, elle s'asseyait sur un banc, sur cette petite cour, et elle racontait des histoires donc, aux petits-enfants qui allaient la voir tous les jours juste pour entendre ces petites histoires. Donc elle avait, je ne sais plus combien d'enfants, donc Francine et son frère, donc, il faut savoir que le nord de la France il a été envahi par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Et Francine et son frère, ils allaient voler du pain dans le camion des Allemands. Les Allemands, ils les prenaient par les oreilles et ils allaient les ramener donc, chez Madame Pilon. Madame Pilon, à chaque fois qu'elle voyait les Allemands arriver, elle pensait que c'était pour elle qu'elle allait repartir en prison. Alors qu'au final non, donc à chaque fois elle se sentait rassurée. Donc voilà, ensuite, ma mère donc fait des recherches. Durant ces recherches, elle a entendu parler, elle a eu un entretien avec une femme. Cette femme lui a parlé d'un certain Chrétien Kléber. Donc on ne sait pas s'il est de notre famille ou pas. Donc ça serait sûrement mon grand-oncle. Ce qu'on sait de lui, c'est qu'il a été dénoncé, donc parce qu'il était juif. Il a été dénoncé,
il s'est enfui par le derrière de sa maison, dans un champ. Et en fait, ce qu'il a trahi, c'est que ce jour-là, il pleuvait, et ses boîtes étaient devant sa maison, et donc du coup, elles étaient mouillées. Donc du coup, à cause de ça, les Allemands, ils savaient qu'il se trouvait dans cette maison. Ils ont réussi à le rattraper dans le champ. Il a été amené au commissariat de la Madeleine. Donc la Madeleine, c'est un gros quartier de Lille. Donc il a été amené au commissariat de la Madeleine pour subir un interrogatoire. Cet interrogatoire, il a été passé par le capitaine des SS qui surveillait, qui contrôlait cette zone. Et il faut savoir que c'était l'un des pires, entre guillemets, les plus brutales de tous les SS qui occupaient la zone nord de la France. Donc le commissariat, il se situait 4 avenues du Jardin botanique à Lille. Et il y a un journal nordiste, La Voix du Nord, qui à la base c'était un journal résistant. Et maintenant ça n'allait plus, mais La Voix du Nord existe encore. Donc voilà. Donc il y a 2 ans, donc en avril 2017, j'ai visité le camp d'Auschwitz avec mon lycée précédent. Donc ça c'est une des rues de Cracovie, parce qu'on a été logé à Cracovie. Cette rue, elle a été tournée dans le film La liste de Schindler, il me semble. Donc, laisse-moi une photo d'avant, s'il te plaît. À cet endroit, donc c'est pendant une rafle, les Allemands, ils raflaient la zone. Il y a un petit garçon soldat qui a sauvé une maman et son jeune garçon. Il les a cachés ici, là, derrière la cage d'escalier. Il les a cachés avec des valises. Il a appelé les soldats, il leur a dit que la zone était vide, qu'il n'y avait plus personne. Et donc de ce fait, il a sauvé la maman et son petit garçon. Donc ça, c'est l'entrée du petit camp d'Auschwitz, parce qu'il y a eu 2 camps. Le premier camp, c'était seulement un camp de concentration. Donc seulement, on y gardait les personnes. Donc ça, c'est l'entrée, avec la fameuse phrase que je ne sais pas prononcer, qui veut, qui veut dire « le travail rend libre ». Donc pour eux, en fait, ils allaient dans un camp pour travailler. Donc ça, c'est l'entrée du camp. Alors ici, la cabane, le bâtiment qui est là, se trouve juste derrière ce cadre. Et en fait, tous les midis, il y avait un groupe d'orchestre du camp qui jouait pour les SS. Et s'ils ne jouaient pas, ils se faisaient fusiller sur le champ. Donc ça, c'est l'entrée aussi. Ça, donc, c'est... un des bâtiments a été... c'est un musée maintenant. Donc, dans un des bâtiments, il y a plein de photos, de cartes, d'objets qui ont été retrouvés. Ça, c'est une des cartes qu'il y a à l'entrée. Donc, on peut y voir toutes les déportations qu'il y a eu. Donc, de là où ça part, tout pour aller vers Auschwitz. Alors ici, donc, il y a plusieurs petites descriptions comme ça, où donc, il y est écrit que Auschwitz, c'est le plus grand camp nazi de concentration et d'extermination, de camp de mort. Donc dans ce camp, il y a eu plus de 1,3 milliard de personnes, dont 1,1 milliard de juifs. Ça, donc, c'est des cendres dedans. Et c'est les cendres qui ont été retrouvées par les Alliés qui ont libéré le camp. Donc c'est le reste des cendres qui restaient dans le camp. Donc là, il y a plusieurs photos comme ça qui sont exposées au musée, qui ont été prises par des prisonniers. Donc ici, c'est une estimation du nombre des Juifs qui ont été déportés à Auschwitz. Donc on peut voir 430 000 qui viennent d'Hongrie, 300 000 de Pologne, 69 000 de France, et bien le reste de Grèce, de Slovaquie, de Belgique, de Yougoslavie, d'Italie et Norvège. Donc ça c'est l'arrivée de Juifs qui viennent d'Hongrie.
Donc là aussi, là c'est pendant, on séparait les hommes et les femmes avec les enfants. Alors sur cette photo, on en a beaucoup parlé pendant la visite, parce qu'en fait, donc la séparation a déjà été faite entre les hommes et les femmes, et ensuite, chez les hommes, surtout chez les hommes, ils faisaient une autre sélection, où donc ils déterminaient ceux qui pouvaient travailler et ceux qui ne pouvaient pas travailler, qui n'étaient pas en état malade ou âgés, handicapés, etc. Et donc là, donc ça c'est les SS, ça c'est les prisonniers. Et donc ça c'est un vieil homme qui essayait de convaincre les SS qu'il était en état de travailler, qu'en France il travaillait. Et le SS avec sa canne, on voit pas très bien, mais avec sa canne, il pousse le vieil homme vers le camp. Tu peux pas travailler, va-t'en. Donc ça c'est des enfants qui sont sur le chemin de la mort, il était appelé. Donc là on voit le petit camp et le grand camp Auschwitz-Birkenau. Donc ça c'est une maquette qui a été faite du crématorium de Auschwitz-Birkenau. Ça se déclenche quand la chaleur est trop forte, enfin trop haute. Donc comme il y avait beaucoup de personnes dans les douches, du coup ça se déclenchait vite. Et donc elles étaient gazées avec ce gaz-là. Donc on a les minéraux qui ont été retrouvés dans cette bonbonne-là. Et sur les photos suivantes, donc ça c'est toutes les bonbonnes qui ont été retrouvées vides au sein du camp. Donc là c'est des photos des peignes, des chaussures. Ça c'est toutes les valises qui ont été retrouvées. Donc on n'a pas pu la prendre en photo, mais à part il y a une valise d'un petit garçon avec son nom, son prénom, sa date de naissance et la liste des objets qu'il avait dans sa valise. Ça c'est toute la vaisselle qu'il y avait dans leur valise de toutes les personnes. D'un côté il y avait le portrait des femmes et de l'autre côté le portrait des hommes. Donc il y a sa photo, nom, prénom, son numéro d'immatricule, sa nationalité. Donc là les femmes. Donc là c'est les toilettes. Donc là encore des portraits. Là, ça c'est dans le petit camp, c'est pour qu'ils se touchent en fait. Mais il n'y avait pas de l'eau tout le temps. Voilà. Donc ça c'est une femme. Donc son nom, prénom, son nom d'immatricule, donc sa nationalité, sa date de naissance, non, sa date d'arrivée au camp et sa date de mort. Donc là on peut voir qu'elle est restée même pas 2 mois dans le camp. Il y a certains portraits qu'on n'a pas pu prendre en photo parce que c'était trop. Parce que sur certains portraits il y avait des informations en plus. Et sur un des portraits, il y a une femme qui est restée 10 jours. Et donc celle qui nous a fait visiter le camp nous a expliqué qu'elle était décédée 10 jours après sa venue parce qu'elle avait essayé de se révéler et elle a été abattue sur le champ, devant le mur en briques. Il réunissait un certain nombre de personnes devant le mur et il abattait la personne prisonnière, enfin punie, de sang-froid devant tout le monde. André et Yvonne, sa sœur Madeleine, 21 ans, et son frère Jean, 18 ans. Son autre sœur Denise, résistante, est déportée à Ravensbrück. Simone, Madeleine et leur mère sont déportés à Auschwitz par le convoi numéro 71 du 13 avril 1944. Quant à Jean et son père, ils sont déportés le 15 mai 1944 par le convoi numéro 73 qui est dirigé sur Kaunas, en Lituanie et sur Talleyrand en Estonie. En 1945, seules les 3 sœurs reviendront. Plus tard, Simone Jacob deviendra présidente du Parlement européen et ministre d'État. Donc il est écrit que ce lieu où les nazis ont assassiné 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants, en majorité des juifs de divers pays d'Europe, soit à jamais pour l'humanité un cri de désespoir et un avertissement.